Au Sénégal, comme dans tous les pays en voie de développement, il est vital de soutenir l'activité économique des entreprises. Le secteur privé a besoin d'être aidé et conseillé. Or, dans bon nombre de pays du Sud, la faiblesse des États, des politiques et des moyens publics freine son développement. Des organismes internationaux ont décidé d'appuyer et de favoriser les petites et moyennes entreprises. C'est le cas au Sénégal, en Tunisie et au Laos, 3 pays soutenus par l'aide internationale. Premier exemple, au Sénégal. Ici, les PME représentent 90% des entreprises et 30% des emplois. Beaucoup sont en difficulté financière et ne peuvent affronter la concurrence étrangère sur le marché local. Pour les aider, le gouvernement sénégalais et l'Agence de développement et d'encadrement des PME ont créé en 2004 le BMN, le Bureau de mise à niveau, institution publique soutenue financièrement par l'Agence française de développement. Monsieur Amadou Lamine Ndiaye en est le directeur. L'État du Sénégal, en se lançant dans ce processus-là, a été le premier pays au sud du Sahara à se lancer dans un programme de mise à niveau. C'est une expérience qui a réussi ailleurs, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, avec toutes les mutations que nous connaissons dans le cadre de la mondialisation, etc. Toutes les industries qui ne se mettraient pas à niveau sont appelées à disparaître en réalité. La mise à niveau, c'est un changement de culture au niveau de l'entreprise. Et il faut que le chef d'entreprise soit vraiment motivé à mener ce processus-là d'amélioration de la compétitivité de son entreprise. Donc le bureau de mise à niveau aide l'entreprise à avoir un plan qui est bien construit, qui est donc chiffré, avec des calculs prévisionnels qui sont le plus rationnels possible pour dire que ça va tenir, ça va tenir la route, quoi. En fait, que c'est rentable, c'est compétitif. Maintenant, ce dossier-là est soumis aux banquiers pour financement. En plus de ce prêt bancaire qui finance le plan de mise à niveau, une prime pouvant aller jusqu'à 150 000 € est accordée à l'entrepreneur dès ses premiers investissements. Colé Soardo est styliste. Elle a fait appel au bureau de mise à niveau. Une consultante du BMN, Oumouane Touré, vient régulièrement contrôler les progrès de l'entreprise. C'est elle qui lui a permis d'obtenir des prêts bancaires pour moderniser ses outils de production. Aujourd'hui, elle vient vérifier la pertinence des investissements. Ça, ce sont les anciennes tables. On n'a pas encore acheté les tables à repasser et tout ça là. On a acheté 8 machines. On en a acheté 8. Ils sont, il y a 1, 2, 3, 4. C'est les autres là-bas. Je pense qu'il y a quand même quelques changements là, par rapport à ma première visite. Où il y avait le diagnostic où on disait que voilà, il y a tel encombrement par-ci, il y a des machines en panne qui étaient là encore, des choses comme ça. Il y avait une équipe technique qui était avec moi. Je constate déjà de visite qu'il y a pas mal d'améliorations par rapport à ce qu'on avait noté comme problème. Bon, sur les autres plans, c'est plus des aspects qualitatifs. Il y a l'état d'avancement du site web, de ce qu'il en est. Il y a des manuels de procédure pour la gestion, améliorer la gestion. On fera petit à petit. Voilà. Ça, c'est le catalogue qu'on a fait quand on allait aux États-Unis. Tu vois, c'est le nouveau catalogue. Malgré le talent et la renommée de Colé, la constitution de son dossier d'adhésion au plan de mise à niveau n'a pas été facile. Pour être acceptée dans ce programme, elle a dû prouver la rentabilité de son entreprise. C'était pas évident, ça a été long. Et à un moment donné, si elle n'était pas venue, moi j'allais arrêter le dossier. Mais heureusement qu'elle est venue, qu'elle m'a épaulée. Elle est calme comme ça, mais elle est très dure. Elle m'a fait travailler durement. Et une fois, je lui ai dit, bon, moi, je n'en veux plus, j'arrête. Elle me dit, non, j'ai commencé, il faut que je termine mon travail. Au moins, même si tu arrêtes après, il faut que je termine. Depuis peut-être 20 ans, tout le monde au Sénégal connaît Arosso. Alors pour moi, c'était l'image d'une femme qui s'est battue pour avoir son entreprise. Donc déjà, c'était un gage de réussite, de dire, ok, cette dame a réussi à tenir sur le marché pendant 20 ans. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas à croire son potentiel pour aller vers d'autres horizons.
1, 2, 3, tout ça pour aujourd'hui. La coupe aujourd'hui. Ok. Ça améliorait beaucoup de choses, hein, les organisations, parce que lui, elle est là pour gérer assistant de stock. C'est elle qui gère tous les tissus. Avant, on n'avait pas ça. Les tissus se faisaient, on les jetait, chacun prenait comme il voulait, et il n'y avait pas de contrôle. Hein? Je perdais beaucoup d'argent. Tandis que maintenant, on sait ce qui rentre et ce qui sort. Et avant, on ne faisait pas ça. Les fiches, c'est les commandes. C'est les commandes, tous les commandes de la semaine. Quand les clients viennent, ils commandent leurs vêtements. Nous, on leur envoie les fiches. Avant, on n'avait pas de fiches. Et ça, c'est grâce aux mises à niveau. Vraiment, je vous jure que c'est intéressant. Pour nous, ça nous a permis de vraiment d'être professionnels. Une entreprise. Avant, c'était une entreprise familiale. Bon, on ne gérait pas vraiment. On ne gérait pas, mais maintenant, on est obligé d'ailleurs parce qu'on va faire un prêt, on prend de l'argent et il faut payer l'argent. Comment il faut le payer? Si on n'est pas organisé, on va avoir des problèmes. Je suis artiste, oui, mais quand même raisonnable dans la tête. Mais mon rêve, c'est d'avoir au moins... Ça va? Bien, merci. Ça va. D'avoir 2 ou 3 showrooms, ou 4 showrooms dans le monde. Et rester et travailler, produire et vendre. Et ses efforts sont aujourd'hui récompensés. Elle ouvre dans quelques jours son premier magasin de prêt-à-porter en plein cœur de Dakar. Sur les conseils du bureau de mise à niveau, elle est passée d'un stade de production artisanale à la fabrication de collections de prêt-à-porter. Monsieur Ndiaye du BMN et Laurent Bidiscombe de l'Agence française de développement viennent lui rendre visite. Sans leur aide, elle n'aurait pu ouvrir ce magasin. Parce que j'allais à Chicago avec le président et j'ai fait des modèles. C'est ma ville natale. Une des stratégies de l'Agence française de développement au Sénégal en particulier et de manière plus générale en Afrique subsaharienne, c'est effectivement l'appui au secteur productif, au secteur privé. C'est le cas du programme de mise à niveau, par exemple. C'est un programme qui est mis en œuvre par le gouvernement sénégalais à sa demande, que nous appuyons financièrement. Là, on est plus sur un cas de PME, petite, moyenne entreprise. Il y a aussi d'autres entreprises qui sont plus importantes dans le secteur agro-industriel ou industriel, où là, les approches sont différentes, où on est plus dans une approche création de richesse au niveau macroéconomique pour le Sénégal. Et là, on est plus dans la dimension développement d'une petite entreprise. Effectivement, une petite activité au départ. Il faut maintenant qu'on aille vers une activité semi-industrielle, donc renforcée. Maintenant, elle a mis en place ce showroom qui est formidable en plein cœur de Dakar et qui, je l'espère, fera vraiment une belle vitrine pour tous ceux qui vont visiter le Sénégal et partir avec des œuvres extraordinaires de Collé Ardosoro. Grâce à son plan de mise à niveau, Collé est aujourd'hui devenue une ambassadrice de la mode sénégalaise. À la périphérie de Dakar, c'est une société de 1200 salariés que le bureau de mise à niveau a conseillé, la société Simpa, la société industrielle moderne des plastiques africains. Depuis 1958, elle fabrique des emballages plastiques. Son directeur général, Ibrahim Awili, devait absolument moderniser et financer les outils de production de l'entreprise. Mais ne pouvant le faire seul, il a fait appel au bureau de mise à niveau. Donc ça, c'est une nouvelle machine qu'on vient de recevoir. Une machine d'injection pour de l'économie d'énergie, parce que l'énergie coûte très cher au Sénégal. Et c'est une machine qui va beaucoup plus vite. Parce qu'on est obligé aujourd'hui, avec l'ouverture des marchés, la compétitivité, on est obligé d'aller dans ce sens. Par exemple, au Sepo, on faisait 6000 seaux par jour. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les nouvelles machines, les nouveaux moules, on en fait 40 000. D'accord? De même que celui-là et tous ces seaux. Donc, on est en train, avec le bureau de mise à niveau, de se mettre au diapason de l'Europe pour essayer d'être concurrentiel avec les pays asiatiques et les pays européens. Aujourd'hui, nous livrons à tout ce qui est agroalimentaire au Sénégal et à la sous-région, c'est-à-dire le Mali, Conakry, même la Côte d'Ivoire, et même on descend jusqu'en Angola, au Cameroun.
Grâce au BMN, l'entreprise Simpa peut remplacer progressivement son parc de machines obsolètes par des technologies beaucoup plus performantes. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous avons investi dans de nouvelles machines, avec des nouveaux procédés, toujours économie d'énergie. On fait 25 000 bouteilles au lieu de 6 000. 25 000 bouteilles. Nouvelle technologie, hein. Dans un premier temps, les gens ont dit que j'étais fou parce que c'est de gros investissements. Mais pour être compétitif, il faut faire de gros investissements. C'est des machines qui sont costauds et dans le temps, ce n'est pas beaucoup. Elles coûtent très cher. L'autre machine coûte 1 800 000 €. Mais ce n'est pas grave si c'est rentable. À la sortie, c'est rentable. Donc c'est pour la compétitivité. Le plan de mise à niveau de l'entreprise Simpa comprenait également la formation de son personnel à ces nouvelles technologies. C'est aussi Oumouane Touré qui a aidé Ibrahim Awili à constituer son dossier de mise à niveau. Les dossiers de mise à niveau sont tous difficiles, mais vraiment, je pense que c'est le dossier qui a pris le moins de temps. C'était un gros dossier, mais l'entreprise est très forte. La force de Simpa est de proposer des emballages plastiques d'excellente qualité aux industries sénégalaises, beaucoup moins chers que les emballages importés d'Extrême-Orient, d'Europe et d'Asie. L'entreprise a pu étendre sa gamme et propose maintenant des emballages dits flexibles. Grâce à la mise à niveau, aujourd'hui on est arrivé à faire des produits qui sont exportables. Là, si vous regardez par exemple ce produit, il est exportable aux États-Unis, en Europe. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle du riz, il y a une crise alimentaire. Aujourd'hui, ce riz, c'est le riz de la vallée du Sénégal. Donc avec un emballage sénégalais. Donc c'est magnifique, c'est magique. Toute entreprise qui marche dans nos pays, qui fonctionne, qui va de l'avant, c'est des emplois donc, qui sont déjà préservés, c'est déjà ça. Qui en crée d'autres, parce que dans ce cadre-là de mise à niveau, il y a eu de la création d'emplois. On peut souhaiter mieux pour le pays. Il y a un autre aspect pour ce dossier-là, c'est que la Simpa est dans un secteur donc, où elle fournit de l'emballage pour d'autres industriels de la place. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en mettant la Simpa à niveau, on permet à d'autres très petites entreprises, parfois des micro-entreprises, à se mettre à niveau, en ayant un emballage de qualité qui est fourni par cette entreprise qui a été elle-même mise à niveau. Beaucoup d'entreprises sénégalaises nécessitent une mise à niveau. Chaque année, le BMN reçoit une quarantaine de demandes, mais il n'en retient qu'une dizaine. Depuis 2004, 49 entreprises ont déjà bénéficié de ce programme. Cela représente un investissement de près de 60 millions d'euros. Autre exemple, en Tunisie. Ici, les PME et les jeunes entreprises ont beaucoup de difficultés à accéder à des financements. Le secteur bancaire manque de ressources à long terme. La Tunisie fait donc appel à des organismes internationaux. C'est dans ce contexte que l'aide internationale, et notamment la France, avec Proparco, filiale secteur privé de l'AFD, ont décidé de soutenir la construction du plus grand centre hospitalier de la région nord-africaine, la clinique Hannibal, spécialisée dans le traitement du cancer. Ce sont des chirurgiens de Tunis, comme le docteur Gerbi, qui sont à l'initiative de ce projet. Nous disposons en Tunisie d'un seul véritable centre anticancéreux et cette institution publique est submergée actuellement. Avoir une unité complète, c'est quelque chose qui nous manque en Tunisie. Du dépistage au diagnostic, traitement et même les soins palliatifs, les soins de support. Donc nous voulions monter ce projet, mais vous savez que les médecins seuls ne peuvent pas, n'ont pas ni les moyens financiers, ni les connaissances pour monter un projet d'une telle importance. Et nous avons eu la chance de rencontrer le promoteur qui est M. Zega, qui lui-même était entouré d'une équipe de financiers assez costaud. Et puis il y a eu une conjugaison des efforts aussi bien des gens du métier qui sont les médecins que des bailleurs de fonds. Ce groupe de médecins a donc fait appel à un promoteur, M. Zaghia. Il a monté le plan de financement de la clinique. Moi-même et les médecins et avec quelques investisseurs, donc nous avons conçu ce projet
Et nous avons fait appel, si vous voulez, à des bailleurs de fonds comme Proparco, comme Main Bank. Et donc on a fait les études nécessaires. On a établi un business plan. Et donc on a déterminé un coût du projet. Et donc nous avons, si vous voulez, constitué la société avec un capital de 20 millions de dinars pour un investissement de 35 millions de dinars. Et sur cet investissement de 35 millions de dinars, soit près de 19 millions d'euros, les actionnaires, M. Zaghia, 62 médecins et un fonds d'investissement, le fonds Tuninvest, ont apporté 20 millions. Le fonds Tuninvest est dirigé par M. Aziz Mebarek. Nous avons considéré qu'il y avait un rôle du secteur privé à apporter en complément de ce que pouvait apporter le secteur public et nous avons commencé à réfléchir à un projet intégré autour de la problématique du cancer. La Tunisie a toujours eu des soins de très très grande qualité. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une transition ou un accompagnement en fait, du public par le privé. Parce que les soins ont toujours été pris en charge par des établissements publics et là, l'effort des pouvoirs publics en matière de santé est relayé par des privés. Ce qui est en train de se passer, ce qui est une nouveauté aujourd'hui, c'est que les privés sont en train d'investir ce champ qui était quasiment, pour des questions de montant et de taille d'investissement, qui était quasiment exclusif gouvernemental, on va dire. Donc ça, c'est une nouveauté. Alors ça, c'est possible parce que le pouvoir d'achat et le niveau de vie augmentent en Tunisie, mais c'est aussi possible parce que très récemment, il y a eu des réformes importantes en matière de couverture sociale pour les soins dispensés dans les établissements privés. En plus de leur apport personnel, les actionnaires ont emprunté 15 millions de dinars supplémentaires auprès de la banque Amen Bank, une banque commerciale tunisienne, et auprès de Proparco, chacune apportant 7,5 millions de dinars. Emmanuel Hay, chargé de mission à Proparco, vient constater l'avancée des travaux. Donc là, c'est la partie hôpital de jour, c'est ça? Oui, c'est l'hôpital du jour. Cette partie, c'est la mezzanine. D'accord. Ça, c'est l'ascenseur. Okay. Et ici, vous avez la partie bancaire. Et aujourd'hui, pratiquement, on est à 60% des travaux de structure. D'accord. Tout est fait pour que la clinique soit ouverte début 2010. Sachant que cette première phase des travaux est financée essentiellement par les fonds propres des actionnaires de la clinique et que notre rôle à nous, Proparco, arrive dans un deuxième temps sur le financement des équipements. Donc IRM, scanner, accélérateur, etc., etc. La durée du prêt de Proparco est de 10 ans. Mais les 4 premières années ne comprennent pas de remboursement en capital pour éviter des charges excessives en début d'exploitation. Vous ne prévoyez pas de dépassement du budget à ce stade, M. Zaghia? D'autres organismes comme Proparco interviennent en Tunisie et jouent également ce rôle d'apporter des solutions de financement adaptées. Bon, tout d'abord, il y a le système bancaire tunisien qui est très diversifié et avec lequel Proparco essaye de travailler en bonne intelligence pour venir le complémenter et non pas se substituer. La mission de Proparco est plus d'appuyer le secteur bancaire, de proposer des solutions de financement qui manquent que de concurrencer le secteur bancaire. Proparco n'est pas le seul organisme international à intervenir en Tunisie. La Banque européenne et la Banque mondiale sont également présentes. Et l'enjeu est important, on compte 12 000 nouveaux cas de cancer chaque année. La clinique Hannibal apportera une réelle solution à un problème de santé publique nationale et pourra accueillir également des patients d'Afrique du Nord, notamment des Libyens et des Algériens, qui n'ont pas de structure comparable dans leur pays. Direction le Laos, plus exactement sur le plateau des Boloven, au sud du pays. Ici, le gouvernement lao a décidé de soutenir les producteurs de café. Il a fait appel à l'Agence française de développement et au CIRAD, le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, pour les aider à créer une filière café de qualité. Bertrand Salé, assistant technique au CIRAD, nous amène au village de Poukal. Il a conseillé aux producteurs de la région de se regrouper afin de valoriser ensemble leur production de café. L'association des groupements de producteurs de café du plateau des Boloven, l'AGPC, est née en 2007. Elle est devenue la première organisation professionnelle du Laos. Bertrand Salé retrouve Aurel de Romémont, responsable du secteur rural à l'AFD. Le café lao
traditionnellement, est un des moins cotés du monde alors qu'il a un excellent potentiel. Donc le gouvernement là-haut a demandé à l'AFD de leur financer un projet pour valoriser leur café. C'est assez original puisque c'est un financement qui est dirigé au ministère de l'Agriculture, mais qui finalement va servir à la formation et à la création d'une association et d'une interprofession de la filière café. Auparavant, les producteurs récoltaient leur café, faisaient la transformation chez eux et le vendaient aux commerçants du village. Les commerçants du village étant attachés à des exportateurs traditionnels de Paxé. Et la plupart des producteurs vendaient leurs récoltes sur pied pendant la saison de croissance du café à des taux d'intérêt prohibitifs de l'ordre moyen de 20% par mois de taux d'intérêt. Donc ils vendaient leur café, ils avaient des avances d'argent et ils étaient obligés de vendre tout leur café à des commerçants locaux. Donc la qualité n'avait pas d'importance dans ce système. C'était l'argent et le crédit qui avaient de l'importance. Auparavant, ils vendaient leur café sans même l'avoir trié. Les femmes retiraient les mauvais grains et les impuretés seulement après la vente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le CIRAD les a formés à mieux produire et mieux récolter. Désormais, les producteurs de l'AGPC cueillent uniquement les cerises de café 100% rouge dont la pulpe est retirée par voie humide. Ce processus permet d'obtenir un café d'excellente qualité. Donc là, on change complètement la vision et l'objectif et on travaille un produit de qualité qui est valorisé bien mieux sur les marchés. En gros, si une fois qu'ils auront vendu, ils recevront à peu près le double de ce qu'ils auraient obtenu sur le marché traditionnel. Le groupement va même plus loin dans sa recherche de qualité. Les producteurs ont décidé de faire du café bio et du café équitable. Là, tu vois l'inspecteur pour l'inscription en agriculture biologique est passé la semaine dernière. Et elle a fait beaucoup de critiques sur la traçabilité du café. Donc les paysans, petit à petit, commencent à marquer jour par jour d'où vient le café, qui l'a apporté, etc. Parce que la traçabilité est très importante pour eux. Là, c'est un peu effacé, mais sur toutes les clés, maintenant, il y a la date de récolte, la date à laquelle ils ont mis à sécher, etc. Et les sacs seront marqués date par date pour que s'il y a un ennui, on puisse dire c'est tel producteur. Il y a un acteur en Nouvelle-Zélande qui veut absolument du café équitable et biologique. Donc c'est pour ça qu'on se presse pour la certification et que d'un autre côté, on fait du café de plus de qualité possible. Là, ce qu'on voit, c'est du café Parche de Robusta qui va être ensuite décortiqué et on aura le grain qui est dessous. Et on n'exporte que ça, le café vert, le café marchand. Alors on leur a envoyé des échantillons et ils sont très satisfaits. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les certifications. Donc là, vous avez du café Parche de très haute qualité d'Arabica. Donc l'autre espèce de café qui est cultivé. Et ce café, vous voyez la différence de couleur, ce café est magnifique. C'est un café qui va donner une très très bonne tasse. La certification bio n'est que sur le Robusta pour l'instant. Et ce qu'on attend, c'est la certification équitable, qui permettra de vendre facilement ce café. Grâce à la certification équitable, les producteurs reçoivent une prime destinée au développement de leur village. Elle peut par exemple servir à financer des écoles ou des réseaux d'accès à l'eau potable. Les 2700 familles de l'AGPC en bénéficient. C'est un appui au secteur rural, à l'agriculture, et en même temps c'est un appui, alors c'est un certain type de secteur privé puisque c'est une association, mais une association qui va devenir exportatrice, et donc ce sera un acteur privé à part entière de la filière là-haut du café. Moi, ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est une énorme fierté. Ils sont extrêmement reconnaissants d'avoir redonné de la vie dans leur village
et d'avoir redonné une solidarité qu'ils avaient perdue, en plus de la valeur ajoutée qu'ils obtiennent avec le café. Aujourd'hui, les producteurs de café du plateau des Bolovènes représentent 20% de la production nationale d'Arabica. L'aide internationale leur a permis d'augmenter leurs revenus et leur niveau de vie. Solutions de financement et de formation, amélioration de la production et de la distribution, conseils en gestion, ces organismes internationaux aident les entreprises dans une mondialisation des échanges où la compétition est de plus en plus acharnée. Réduire les écarts de compétences et de moyens de ces pays avec les pays développés est un objectif permettant de diminuer la pauvreté et de retenir les populations locales tentées par l'immigration. C'est aujourd'hui une nécessité absolue.